Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais débarqué en décembre. Les 2 premières semaines, ça s'est bien passé avec la population d'Abidjan. Ensuite, tu as eu le coup d'État. Au départ, c'était quelques officiers et quelques militaires qui n'avaient pas été payés. Et puis, ils ont viré le président. Du moins, le président a trouvé refuge à l'ambassade de France, grâce à un petit tunnel qui reliait le palais présidentiel à l'ambassade. Et là, par contre, on peut dire que la population citadine était très anti-français. Ils étaient devant la base, avec des machettes, une grosse populace, hein, à crier à bas la France, à mort les Français et autres joyeusetés. J'ai fait un mandat 2 bis en Centrafrique de 96 à 97 pendant 4 mois, au 43e BIMA en Côte d'Ivoire en 99-2000, et ensuite au Gabon pendant 1 an de 2000 à 2001. Et c'est la question que je te posais tout à l'heure, quand on t'envoie en OPEX en Afrique comme ça, c'est quoi le mot d'ordre? C'est quoi le but justement des soldats qui partaient déjà à l'époque là-bas? En Côte d'Ivoire et au Gabon, c'est qu'on avait des bases là-bas. Donc on était des forces prépositionnées en cas où il y aura des coups d'État ou des personnes qui s'en prendraient aux intérêts ou aux résidents français dans ces pays. Ok, donc les militaires qui vont là-bas, ils sont dans des bases françaises, ils sont pas mélangés avec des militaires de là-bas. C'est vraiment, vous avez vos bases à vous dans ces pays-là, et vous n'êtes pas au contact de la population directe. Si, quand on sort ou à l'intérieur du Gant, tu avais du personnel civil qui venait travailler et ainsi de suite. Ok, donc le mot d'ordre c'était stabilité et sécurité des Français là-bas. Pour les ressortissants français, comme dernièrement au Soudan. Et un truc qui est beaucoup reproché à travers justement cette présence française qu'il y a eu, que ce soit au Mali, que ce soit même en Centrafrique ou ailleurs, c'est justement qu'il y avait des enjeux économiques pour la France qui étaient cachés à travers ces missions-là. Est-ce que toi, à un moment donné, quand on t'a envoyé là-bas, t'as entendu parler qu'il y avait un aspect économique derrière la mission ou un aspect même peut-être politique? Bah, de toute façon, quand on envoie des militaires français ou d'autres nationalités, parce qu'il n'y a pas que nous, c'est qu'il y a des intérêts politiques, stratégiques et économiques. Par exemple, je prends le cas de la Centrafrique, c'est un territoire riche en diamants, en ressources minérales de luxe. Et ça profitait à la France quand on envoyait des militaires là-bas, tu penses? Disons plutôt que des fois les dirigeants envoyaient des cadeaux au président français comme les diamants de Bokassa à VGE. À ton avis, les Chinois, les Russes, ils y vont pas par bonté d'âme, hein, faut pas rêver. Ouais, je pense qu'il faut quand même dire les termes par rapport à ça. Mais aussi, quand justement on parlait de ce plan politique-là, c'est dans le sens où, diplomatiquement, la France, en envoyant une présence militaire, le but c'était justement de garder des bons liens avec ces pays-là, j'imagine. À mon époque, c'était la fin de la France-Afrique, donc les dirigeants qu'on mettait au pouvoir, faut reconnaître que la France s'est beaucoup immiscée dans les affaires intérieures de ces nouveaux pays. Mais par exemple, au Gabon, on était très bien accepté par la population. Quand vous étiez là-bas, est-ce que tu sentais qu'il y avait une haine, peut-être pas contre les Français, mais au moins contre les politiques françaises ou contre les gouvernements français? Parce que c'est beaucoup ce qu'on entend aujourd'hui au Niger ou même dans les autres pays comme le Mali, tout ça, c'est que justement il n'y a pas une haine tellement du peuple français en lui-même, mais plutôt une haine de la politique étrangère française en Afrique. Est-ce que tu l'as ressenti ça? Attention, parce que tu as j'ai bien dit, deux opinions divergentes. Tu as celle des villes et celle dans l'arrière-pays. Ok. Comment tu les différencies? Bah, c'est simple. Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais débarqué en décembre. Les 2 premières semaines, ça s'est bien passé avec la population. Ensuite, il y a eu le coup d'État. Le président a trouvé refuge à l'ambassade de France. Ensuite, on l'a filtré à Port-Bouët, là où il y avait la base militaire française. Bon, il a fallu quand même aller chercher sa fille en ville avec son amant. Et là, par contre, on peut dire que la population citadine était très anti-français. Ils étaient devant la base, avec des machettes, une grosse populace, hein, à crier à bas la France, à mort les Français et autres joyeusetés. Donc dire que la haine anti-France, anti-gouvernement français, elle est généralisée dans les pays en Afrique, c'est faux, puisque toi, t'as bien vu qu'il y avait une différenciation entre ville et campagne, urbain et En rural. ville, ils avaient plutôt un sentiment anti-français. Par contre, quand on allait faire nos tournées de brousse ou d'arrière-pays,
Quand on s'est arrêté dans un village, on était très bien reçus. On avait même des anciens combattants qui venaient nous voir en sortant avec leurs médailles. Et certains étaient assez bien fournis, entre médailles militaires et même la Légion d'honneur, surtout pour les conflits de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine et l'Algérie, Mm. avant qu'ils aient leur indépendance. Et est-ce que justement, est-ce que je sais pas, t'arriverais à comprendre pourquoi il y a cette différenciation entre population urbaine et population rurale vis-à-vis de la France? Bah, disons que la population rurale essaye de survivre tant bien que mal. Donc nous, comme on allait construire des dispensaires ou autres, où on les remettait en état, et que nos médecins venaient, faisaient des soins ou faisaient un diagnostic de ceux qui étaient là, donc on était très bien reçus. Par contre, en ville, on était plutôt considérés comme des colonisateurs et qu'on n'avait rien à faire là. Quand même, une base française, c'est un poids quand même économique important pour ces pays, en Mm. plus de l'aide qu'on fournit. Mais c'est bizarre ce contraste parce qu'aujourd'hui on dit que justement les Africains sont influencés par les Russes, que les Africains sont facilement manipulés par les Russes, tout ça. Mais à l'époque où toi t'étais là-bas en Centrafrique, tout ça, il n'y avait pas Wagner, il n'y avait pas autant de présence russe. On est d'accord? Non, Donc mais il c'est y avait les Chinois qui commençaient à bien s'implanter. Mais donc c'était quoi? C'était une haine du passé qu'ils avaient envers nous? C'était Ceux des villes où ils sont plus éduqués, qui reçoivent plus d'informations d'une source à une autre, et si en plus tu fais comme certaines, tu pratiques la désinformation comme un certain pays ou une certaine société, et tu crées des mouvements qui sont plutôt d'accord avec eux, et que on leur dit, bon, nous c'est bien, par contre les autres, faut les virer. Parce que tu as certains dirigeants de certains mouvements, soi-disant patriotiques, qui vont plusieurs fois dans le mois à l'ambassade de Russie. déjà à ton époque. Bah, tu as certains qui allaient à l'ambassade de Chine, et puis voilà, hein. C'est un peu comme si à partir du moment où il y avait une sorte de libération de l'Afrique, où l'Afrique justement devient indépendante, un peu toutes les politiques extérieures des grandes puissances se seraient un peu précipitées à chercher justement quel pays pourrait influencer au maximum, depuis toujours en fait, ce serait ça? Bah, alors maintenant, je vais te dire, c'est simple, l'Afrique, c'est un gros marché. Déjà, les matières premières, ils en ont à gogo. Mm. Malheureusement, ils n'ont pas les entreprises pour les exploiter, ni les fonds. Les fonds, c'est les étrangers. Par contre, tout ce qu'on demande quand on investit quelque chose, c'est d'avoir la stabilité. Je pense que c'est honnête, faut dire les termes. C'est vrai qu'il y a des enjeux économiques en Afrique qui sont énormes. Et dire que justement il n'y a pas d'intérêt économique dès qu'il y a une politique en Afrique, Ça serait faux. Ouais, voilà, ça serait faux. Je pense qu'au bout d'un moment, faut aussi dire les termes, faut être honnête. Après, évidemment, toi, en tant que soldat, en tant qu'infanterie marine, t'étais pas là-bas justement, je pense, pour exploiter les ressources. À notre niveau, on devait veiller à la sécurité des résidents français qui habitaient là-bas. Enfin, ça t'est déjà arrivé d'être en contact direct de la population là-bas et d'entendre justement ce qu'une personne avait à dire vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de vous, soldats, à l'époque? Bah, c'est simplement quand l'opinion changeait et qu'ils étaient hostiles avec la France, bah, on sortait pas, on restait dans notre camp. Et t'avais l'impression justement que l'opinion pouvait changer très vite, favorablement comme défavorablement? Bah, après, ça dépend comment on les chauffe et qu'est-ce qu'on leur dit. Mais parce que c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent qui est très large, c'est un continent qui est quand même culturellement très diversifié. Et quand on voit par exemple la Centrafrique, le Gabon et la Côte d'Ivoire, les trois que tu as fait, on est d'accord que la culture, c'est pas la même. Et ma question, c'est justement, est-ce que malgré la distance entre ces pays-là, le discours était le même vis-à-vis de la France ou est-ce que ça varie vraiment d'un pays à un autre? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Mali, Burkina Faso, enfin tous les pays-là, même le Sénégal, parfois on l'entend, sont des pays qui ont la même politique et le même avis vis-à-vis de la France. Bon, en Centrafrique, c'était un peu plus compliqué à Bangui, parce que du jour au lendemain, on était apprécié par la garde présidentielle et détesté par ceux opposants au président. Et le lendemain, on était détesté par la garde présidentielle, donc par le gouvernement, mais apprécié par la population et les rebelles. Encore une fois, à cause de l'instabilité du pays. Voilà. Et en fonction des actions qu'on entreprenait. Quand tu dis les actions que vous entrepreniez, c'est comment ça par exemple? Bah, c'est simple. Quand j'étais en Centrafrique, on a perdu 2 mecs, 2 militaires français, qui faisaient partie d'une mission de surveillance concernant le cessez-le-feu. Bon, en manque de bol, t'as un rebelle qui les a tirés dans le dos. Déjà, on n'a pas tellement apprécié. Ok. 48 heures plus tard, on a un ordre de la présidence qui a dit « Réglez-moi cette affaire ». Donc,
les forces françaises en Centrafrique. On était les éléments français d'Afrique occidentale, les EFAO. Donc on est intervenu, on a donné l'assaut au camp Kassai, c'était le camp militaire où tu avais tous les rebelles. Donc on y allait. Uniquement les Le Français. bilan de la nuit, C'était uniquement les Français sur l'opération ou vous aviez une aide justement du pays? non, c'était seulement nous. Ok. On leur a fait passer le message. Les gars, arrêtez vos conneries et évitez de tirer sur nos soldats. Donc en amont, on est intervenu. Bilan, 10 rebelles centrafricains morts. J'ai bien dit 10 rebelles, parce que c'était une base militaire où il y avait les rebelles. Et 0 de notre côté. Disons plutôt qu'ils se sont calmés. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une situation qui se développe comme en ex-Yougoslavie, où on s'amusait à faire du tir au pigeon sur les soldats français à Sarajevo. On avait ce qu'on appelait les porteurs de valises. Bon, je ne te dis pas ce qu'il y avait dans les valises, tu dois bien avoir une petite idée. Ouais. Et l'aide qu'on leur fournissait, ça partait du haut pour aller vers le bas. Mais ça bloquait à un certain niveau. Ah oui, ça part du président jusqu'au peuple et en général plus ça descend, moins il y en a, c'est ça? C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Oui, bah, je semble comprendre le schéma. Et en plus, tu avais des entreprises françaises et étrangères qui donnaient des étrennes avant l'heure à certains ministres ou à certains fonctionnaires pour faciliter leurs investissements dans le pays. Moi, ce que je semble comprendre de tout ce que tu dis, c'est que c'est dommage parce qu'on a l'impression que le côté militaire est complètement oublié parce qu'on voit justement que le côté politique, alors que le but même de la présence, et si je me trompe pas, enfin dis-le-moi si je me trompe, c'était vraiment la stabilité du peuple de base et de l'État. Là, c'est l'effet secondaire d'avoir une base française dans son pays. Mais la raison première pour qu'on ait ces bases en Afrique, c'était des forces positionnées pour pouvoir intervenir n'importe où en Afrique pour protéger les ressortissants et les intérêts français. Si tu regardes bien, dans les années 90, où étaient les bases françaises avec plein d'effectifs,